Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi 1824 tendant à permettre le recours au vote par voie électronique lors des élections des membres de conseil des établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel. Ce texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 8 juillet dernier par le député Arnaud Robinet, aujourd'hui rapporteur, et 38 de ses collègues UMP. Alors, première question, peut-on encore parler de proposition de loi? Depuis notre réunion en commission cet après-midi, ce texte n'a plus d'origine parlementaire que dans son nom. Comme l'a très bien expliqué tout à l'heure le président Didier Migaud, injustement mis en cause de ce côté droit de l'hémicycle, 2 des 3 articles de la proposition de loi ont été supprimés la semaine dernière par la Commission des finances en vertu de l'application de l'article 40, comme l'y autorise le nouveau règlement de l'Assemblée nationale que, je vous rappelle, vous avez voté, mes chers collègues de l'UMP. Le texte a donc été fort logiquement vidé de son contenu. C'était sans compter sur l'intervention in extremis de la ministre de l'Enseignement supérieur, jusqu'ici peu diserte sur son soutien à la proposition de loi et qui a repris à son compte, sous forme d'amendements gouvernementaux, ces 2 principaux articles qui avaient été censurés. Les masques sont tombés. Mi-projet de loi, mi-proposition de loi. Il serait plus juste de parler d'un projet de loi d'origine parlementaire, ce que j'appellerais volontiers un OVNI, un objet parlementaire non identifié. Les déboires de ce texte laborieux auront au moins fait le bonheur d'un parlementaire, il s'agit de Jean-François Copé, qui voit enfin son idée de coproduction législative se concrétiser. Ayons une petite pensée pour Jean-François Copé ce soir. Si le parcours de ce texte a été laborieux, il n'en a pas moins été fulgurant. Si l'on prend en compte l'interruption des travaux parlementaires pendant le mois d'août, ce texte aura mis moins de 5 semaines pour être inscrit à l'ordre du jour des travaux de notre Assemblée nationale. Qui plus est, dans le cadre d'une session extraordinaire. C'est un record. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Les organisations étudiantes et les personnalités que vous avez auditionnées, monsieur le rapporteur, il y a quelques jours, vous ont toutes fait part de leur surprise et de leur perplexité devant la célérité du calendrier d'examen de ce texte express, dont personne n'était vraiment demandeur, à part l'UMP, à part le gouvernement peut-être, ou des experts proches du gouvernement. La question de la démocratie étudiante que vous posez quelque part à travers ce texte n'est pas nouvelle. Elle a fait l'objet de discussions entre les ministres successifs et les organisations concernées depuis maintenant 4 ans. Que ce soit avec Luc Ferry, en 2005, que ce soit dans le cadre de la préparation de la loi responsabilité des universités de 2007, ou bien même dans le groupe de travail sur la vie étudiante mis en place l'an dernier par vous-même, Madame la Ministre, à aucun moment, la question du vote électronique n'a été évoquée par les principaux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sont les premiers concernés. Nous nous interrogeons également sur l'opportunité d'examiner aujourd'hui ce texte. N'y avait-il pas d'autres priorités politiques à inscrire à l'agenda de notre Assemblée? Dans le contexte de crise économique et sociale que nous traversons, nous aurions pu, par exemple, consacrer cette soirée à discuter d'emploi, à discuter de pouvoir d'achat ou bien de bonus de trader. Les députés du groupe UMP manquent-ils à ce point d'idée? Ce texte apparaît surtout complètement décalé avec les préoccupations des étudiants du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche au moment même de la rentrée universitaire. Alors que le nombre d'inscrits à l'université a baissé de 10% en 5 ans, j'y viens. Alors que le début de l'année a été marqué par un mouvement de mobilisation sans précédent, ayant touché la quasi-totalité des universités pendant près de 4 mois, nous aurions pu revenir utilement sur les raisons de cette mobilisation. Et en tout premier lieu, les 900 suppressions d'emplois dans l'enseignement supérieur et la recherche que vous avez décidé, Madame la Ministre, en 2009, ainsi que vos décrets sur le statut des enseignants-chercheurs et le recrutement des enseignants.
2 ans après l'adoption de la loi Liberté et Responsabilité des universités, qui était au cœur de ce mouvement, nous aurions pu profiter de cette discussion pour faire ensemble un bilan lucide de l'application de la loi LRU, contre laquelle, je le rappelle, notre groupe a voté en juillet 2007. Nous aurions pu discuter, par exemple, du premier cycle et de l'échec du plan licence, appliqué dans seulement 30% des universités. Nous aurions pu parler des 10 000 étudiants qui verront leur bourse baisser cette année, du fait de la réforme de l'an dernier, de l'amélioration de la vie étudiante. On le voit aujourd'hui, le rythme de construction ou de rénovation des logements étudiants est encore trop faible. Ou bien même, nous aurions pu discuter de l'accompagnement financier des universités, laissé pour compte du plan campus. À la veille des annonces du président de la République sur la question de la jeunesse, le Parlement aurait pu faire preuve d'initiative en proposant, par exemple, un texte sur la création d'une allocation d'autonomie pour les étudiants. Je maintiens les propos que j'ai tenus en commission par rapport à toutes ces questions fondamentales pour l'enseignement supérieur et la recherche. La question du vote électronique est franchement anecdotique. Je m'étonne que la seule réponse politique de l'UMP au mouvement de contestation des réformes de Mme Pécresse, ce soit le vote électronique. C'est un peu court, vous en conviendrez. La rapidité avec laquelle nous examinons ce texte, son improvisation la plus totale, le forcing politique dont il a fait l'objet, le rendent du coup suspect. Le groupe socialiste radical et citoyen s'interroge donc sur les réelles intentions du groupe UMP et de la ministre. Y aurait-il derrière ce texte des motivations inavouables? S'agit-il de faire oublier une autre initiative parlementaire malheureuse du même groupe UMP, déposée quelques semaines avant celle-ci, c'est-à-dire la proposition de loi 1746 tendant à sanctionner le blocage des universités par la convocation d'une assemblée générale et un vote à bulletin secret, les étudiants se rendant coupables d'entrave pouvant à ce titre être sanctionnés d'une amende de 1 000 €. Même si les signataires ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'ils appartiennent, en ce qui concerne ce premier texte de loi, dans leur grande majorité à la frange la moins progressiste de l'UMP, on voit quel intérêt vous auriez à donner à ces parlementaires les plus radicaux en termes de gages, avec un texte de diversion et d'attente sur le vote électronique. Pour en savoir plus sur les intentions réelles de l'UMP et de la ministre, il faut peut-être se référer à un article de Figaro, paru le 24 septembre dernier, et dont la lecture est toujours instructive au titre évocateur. Cet article s'appelle « La bataille contre les votes truqués est lancée ». On apprend qu'une participation en hausse diminuerait vraisemblablement le poids des syndicats de gauche et d'extrême gauche dans les conseils universitaires et par conséquent leur légitimité et leur influence, en particulier lors des grèves et des blocages des facultés. À moins, motivation inavouable, qu'il ne s'agisse tout simplement pour la ministre de se protéger en faisant peser avec le vote électronique une épée de Damoclès pour faire pression sur les organisations syndicales et dissuader au moins jusqu'aux élections régionales en Île-de-France de mars 2010, vous êtes candidate, Madame la Ministre, de relancer une mobilisation dans les universités qui pourrait vous gêner. Improvisation, précipitation, approximation, imprécision, mais aussi absence de concertation approfondie, cette proposition de loi qui n'en est plus une est un texte bâclé. C'est pour notre groupe un premier motif de rejet préalable. Sur le fond, je défendrai le rejet préalable de ce texte pour au moins 4 raisons. Tout d'abord, le vote électronique ne coûtera pas moins cher que le vote papier. Je ne sais pas d'où sort votre étude qui montre que le vote électronique coûterait 15% moins cher que le vote papier, mais je voudrais y apporter quelques bémols. Selon le rapporteur, l'organisation considérable du processus électoral conduit à gaspiller une grande quantité de papier. Permettez-moi de vous signaler, monsieur le rapporteur, une légère contradiction, car vous réclamez en même temps, à la fin de votre rapport, et nous sommes d'accord avec vous sur ce point, la généralisation de l'envoi des professions de foi par courrier aux étudiants. Je crois que, sur ce sujet, il ne faut pas faire preuve de démagogie. La démocratie a un prix, la démocratie a un coût, qu'il s'agit d'assumer pour la collectivité. Le rapporteur invoque également son souci de respect de l'environnement et le développement durable. Mais je veux aussi lui rappeler que l'électronique n'est pas vraiment écologique. En ce qui concerne les éventuelles économies financières réalisées,
L'audition de la représentante de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été tout à fait instructive. En effet, elle a rappelé qu'il serait nécessaire que chaque initiative de vote électronique fasse l'objet d'un examen préalable par un expert indépendant. Elle a souligné que l'argument de l'économie budgétaire était surprenant, sachant que les garanties démocratiques du vote ne sauraient être réduites et qu'un système de vote électronique nécessitait un personnel spécialisé et nombreux tout au long du processus de vote. Selon Chantal Engelhardt, professeure à l'Université de Nantes, l'apparente simplicité du vote par Internet masque une complexification des opérations électorales. Mise à disposition de serveurs informatiques, mobilisation de nombreuses personnes qualifiées pour l'installation, les tests, les éventuelles corrections des programmes, puis la gestion du système de vote, organisation d'une astreinte technique durant toute la période de vote, sans compter les coûts de sécurisation des envois postaux pour les identifiants et les mots de passe qui doivent être envoyés par recommandé avec accusé de réception si l'on veut éviter les possibilités de fraude. Bref, le seul gain reconnu du vote électronique n'est pas financier, c'est un gain de temps au moment du dépouillement. Deuxièmement, la mise en place du vote électronique dans les EPSP se heurte à des difficultés techniques et pratiques considérables. À commencer par l'insuffisance de l'équipement informatique des universités. Je sais bien qu'un plan numérique va être lancé, Madame la Ministre, mais je rappelle que pour le moment, seulement un tiers des universités disposent d'un espace numérique de travail et qu'une majorité des étudiants ne possèdent pas, contrairement à ce que vous avez affirmé rapidement tout à l'heure, un ordinateur connecté à Internet. Il y a d'ailleurs de fortes inégalités entre filières, bien évidemment, entre une science d'un côté, santé, et les sciences humaines de l'autre. Et donc là, il y a un premier obstacle majeur. En outre, sous des aspects de simplicité, le vote électronique pose des problèmes techniques aigus, tels que les questions d'interopérabilité, des formats ouverts, l'accessibilité et la question de la neutralité technologique vis-à-vis de l'électeur. L'April, Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'a d'ailleurs très bien démontré. Je vous renvoie pour cela à un excellent article de M. Pierre Cros sur le sujet. Par exemple, lors des élections prud'homales à Paris, des problèmes de fiabilité sont apparus. Par exemple, le choix de la CGT n'était pas possible sous navigateur Firefox. Pour vous, peut-être. En effet, pour tout informaticien, écrire un programme de taille importante, comme celui d'une élection, sans erreur, est considéré comme un exploit. J'y viens. On va en parler dans quelques minutes, rassurez-vous. J'en suis qu'à 13 minutes. Nous avons tout notre temps ce soir, mes chers collègues. Troisièmement, rien ne prouve aujourd'hui que l'utilisation du vote électronique fait progresser la participation électorale. D'ailleurs, c'est même le contraire. Selon le rapporteur, les contraintes liées au déplacement des étudiants pour aller voter seraient responsables de leur désaffection. La faiblesse du taux de participation ne s'explique pas par l'obligation faite aux étudiants de se déplacer pour voter, puisque les bureaux de vote sont installés sur les lieux d'enseignement, à moins qu'ils ne se rendent pas à leur cours, ce qui ne serait pas bien. Et donc, le fait d'aller voter ne demande pas de déplacement supplémentaire. Je veux également rappeler au rapporteur que l'université a pour mission de former des citoyens. Or, jusqu'à preuve du contraire, les votes traditionnels aux élections locales, nationales ou européennes se déroulent dans des bureaux de vote physiques, pas derrière un ordinateur, et les rares expériences de machines à voter sont progressivement abandonnées par les municipalités qui les ont expérimentées. Par exemple, à Mulhouse, à Saint-Malo, et même chez vous, monsieur le rapporteur, à Reims, au nom, je crois, de la légendaire sagesse champenoise. Les Pays-Bas, précurseurs du vote électronique, sont définitivement revenus en 2008 au vote papier, suite à de trop nombreux dysfonctionnements et contestations. Et donc notre devoir de parlementaire, c'est de faire œuvre de pédagogie, d'inculquer dès l'université aux plus jeunes électeurs les bons réflexes citoyens et de préserver le caractère solennel du vote, et cela passe par des urnes physiques où le vote est un vote papier. Il n'est pas démontré que le vote par Internet favorise la participation,
Des exemples récents semblent plutôt faire apparaître le contraire. Le taux de participation à l'élection du conseil d'administration du CNRS, si cher à Madame la Ministre, qui était de 46% en 2001, le vote à l'époque se faisant par correspondance, est tombé à 32% en 2009, alors que le vote se fait par Internet. Pour l'élection des membres des assemblées de l'Assemblée des Français de l'étranger, la part des électeurs votant par Internet est passée de 60% en 2003 à 9% en 2009. Quelle réussite! À l'issue du vote pour l'Assemblée des Français de l'étranger en 2006, notre collègue le sénateur UMP Henri, représentant les Français de l'étranger, a d'ailleurs déclaré que pour les Français de l'étranger, le vote par correspondance restait le système le plus simple. Enfin, lors de la dernière élection au Conseil de prud'homme à Paris, où le vote par Internet était admis, le taux de participation a été de 18% contre une moyenne nationale de 25%. L'exemple des élections universitaires à Nantes, que brandit notre rapporteur, est peu significatif. Plus 2,7% au conseil d'administration, plus 1,75% pour le conseil scientifique, moins 0,1% pour le conseil des études et de la vie universitaire. L'expérience a été jugée tellement concluante par l'université qu'elle a décidé d'abandonner le vote électronique. Enfin, et surtout, le vote électronique n'apporte pas de garantie en termes de confidentialité, de fiabilité et de sûreté des opérations de vote. Tous les travaux scientifiques le montrent. Le vote électronique est le moins à même de garantir le respect de la transparence des opérations électorales, puisqu'il prive les électeurs de leur capacité effective à surveiller le déroulement des élections et de constater la sincérité des résultats. Là, nous touchons à une question primordiale, la question de la confidentialité et de la confiance envers un processus électoral. Des expériences malheureuses de vote électronique, lors de l'élection de George Bush en novembre 2000, par exemple, ont fait naître une légitime suspicion devant un système qui dissimule à la vue des scrutateurs une partie du processus électoral. Plusieurs chercheurs en informatique, je pense à Franck Robillard, maître de conférence à Lyon 2, spécialiste incontesté du Web 2.0, mais aussi à Chantal Engerhardt, que vous auriez eu tout intérêt à auditionner, monsieur le rapporteur, ont abondé dans ce sens en estimant que quel que soit le système de vote électronique mis en œuvre, les électeurs seraient privés de leur capacité effective à surveiller le déroulement des élections et à constater la sincérité des résultats annoncés. La Fédération des associations des sciences et des technologies de l'information, l'ASTI, dans une motion de décembre 2007, appelle à ne pas recourir au vote électronique anonyme, en fait à tout type de vote électronique qui s'effectue à distance, par Internet ou dans un bureau de vote au nom du principe de précaution. Pour l'ASTI, il est impossible, en l'état de la technologie, de réaliser un vote anonyme contrôlable directement par les électeurs, en conformité avec les dispositions de la Constitution et du Code électoral, mais en l'occurrence, pour l'enseignement supérieur, du Code de l'éducation. Pire, le vote électronique est susceptible de multiplier les risques de fraude. Et j'en viens effectivement aux questions de fraude.